tous. Du coup, moi je vais vous présenter mon installation. En fait, ça fait 3 ans que je suis installé, donc on ne voit pas sur l'image, c'est sur 46 arts. Je vais un peu vous présenter le bilan agronomique, économique aussi. Mon parcours, j'ai fait des études scientifiques, donc tout ce que vous allez voir après, c'est un peu de la déformation professionnelle. J'ai fait un BPREA au lycée agricole de Rouffach, mais je me suis installé en 2017 sur un terrain en prairie. Le postulat de départ où je suis parti, en fait, c'est d'essayer de travailler en synergie avec la nature et prendre soin du sol. Donc c'est vraiment, à mon avis, le point crucial où il faut partir. Après, voilà, ces dernières années, sur petite surface, voilà, on ne savait pas trop la rentabilité de ce genre de concept. C'est ce que je vais essayer de vous montrer au bout de 3 ans. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est le ver de terre. En fait, c'est un peu la mascotte de MSV. Si on prend par exemple un petit calcul marrant à faire, c'est sur 1 hectare, sur un bon sol vivant, on a 5 tonnes de ver de terre. Celui-ci va remuer et digérer son poids tous les jours. Donc ça fait à peu près 1800 tonnes hectares qui va remuer. Et si on compare ça à un sol, le poids du sol, c'est à peu près 4000 tonnes hectares. Donc on voit que sur 2 ans, finalement, le ver de terre, il va nous travailler tout seul le sol, voilà, sans qu'on ait besoin de faire quelque chose. Et du coup, la question en dessous qui était posée, c'était pourquoi finalement travailler le sol alors qu'il est là et qu'il fait le job pour nous et en plus gratuitement, quoi. Donc après, ça ne veut pas dire que on n'est pas dogmatique non plus, qu'il ne faut jamais travailler le sol, mais en tout cas, ça pose la réflexion de se dire, il y a une fonction naturelle qui fait ça très bien, qui a des millions d'années d'évolution, et pourquoi pas l'utiliser à notre avantage, en fait. Ce que j'ai essayé de représenter schématiquement, en fait, si on part du postulat qu'on travaille en synergie avec la nature et qu'on prend soin du sol, on peut améliorer la fertilité du sol, on peut densifier les cultures aussi, et en faisant des associations, au final, on a un gain de productivité au mètre carré. Ensuite, la petite surface couplée au maraîchage sol vivant, ça permet aussi une facilitation de l'installation, puisqu'on recherche une plus petite surface, ça paraît un peu moins compliqué à trouver. On a aussi peu de mécanisation, donc on peut aussi densifier les cultures parce qu'on n'a pas de tracteur ou à faire passer dans les interrents. On limite les charges aussi, et les investissements, pareil. En faisant des associations, par exemple, on peut aussi limiter la pression de certains ravageurs. Donc on gagne du temps aussi et de l'argent. Avec ces 2 phases, on arrive théoriquement à une viabilité économique. On est plus libre en fait de faire des expériences et de prendre des risques. Et du coup, ça crée un cercle vertueux. Maintenant, je vais vous présenter mon contexte. Moi, je suis installé à Münster, donc c'est en moyenne montagne. Comme je l'ai dit, sur une surface de 46 arts. Il y a des conditions climatiques assez difficiles, donc je suis en moyenne montagne. Le principal inconvénient du terrain, c'est que j'ai moins de 2 heures de soleil en hiver. En été, ça va, mais en hiver, j'ai vraiment pas beaucoup d'ensoleillement. J'ai une pluviométrie qui est assez correcte. Et l'autre point difficile, il y a 10% de pente en fait, et c'est pas négligeable. Je vais juste parler vite fait de la situation administrative et sociale. Donc je suis exploitant agricole depuis novembre 2017. Mes terres sont en fermage et j'ai une grange en location où mes parents sont propriétaires. J'ai fait le parcours jeune agriculteur, donc j'ai eu la dotation pour 41 000 €, et donc 80% en 2018. Là, je suis au régime micro-BA, donc pas d'achat-revente jusqu'en 2020, là où j'ai commencé à faire un peu d'achat-revente. Je suis assujetti à la TVA et suivi par un cabinet comptable, vu que c'est obligatoire pour la DGA. Par contre, j'effectue tous les enregistrements moi-même. Ensuite, choix stratégique. Je suis donc en maraîchage sol vivant, et puis sur petite surface, forcément, ça implique que ce soit assez intensif. Il y a pas mal d'associations de cultures aussi. J'ai un objectif assez d'autonomie, donc la majorité des plants sont faits à la ferme. J'ai pas de semoir, donc je fais les semis directs à la main ou à la volée. Et j'ai aucune mécanisation pour travailler le sol. Niveau amendement, j'utilise aucun engrais chimique. Donc c'est juste des amendements de compost, de fumier qui sont locaux en fait, et de la paille. Et broyat qui vient de paysagistes de la vallée. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant un peu les résultats. On voit que je suis passé de la prairie, que j'ai occulté en 2017. Du coup, en 2018, il y a 30 arts cultivés
Et donc il y a 2 serres, donc ça fait à peu près 400 mètres carrés de serre. Mon résultat agronomique sur la partie gauche, on a le sol de la prairie initiale et ensuite le sol cultivé depuis 1 an et depuis 3 ans. Donc là on voit les apports de matière organique qui sont en surface et sur le sol cultivé depuis 3 ans, on voit quand même que les vers de terre ont fait leur job. Et on voit que les parties noires ont tendance à descendre dans le profil. Si on zoome un peu, on voit vraiment cette caractéristique de sol vivant, c'est une texture grumeleuse. Et on voit pas mal aussi les mycéliums, les mycéliums des champignons. Donc ce qui visuellement était plutôt bon signe. Fin 2020, j'ai fait des analyses cette fois-ci un peu plus poussées. J'ai pris le sol de prairie qui était un peu le sol de référence. Donc j'ai prélevé à côté du terrain. Après on a un échantillon au milieu qui est du sol plein champ et celui de tout à droite c'est le sol sous la serre. Donc j'ai fait des analyses célestalables. On voit donc le pH initial de la prairie donc était quand même assez acide. Je suis parti avec un pH 5 et on voit qu'en fait avec les amendements que j'ai fait de matière organique et de compost, ça a quand même vraiment bien monté le pH. Donc en plein champ on est à 6,4 et dans la serre à 7. Donc, ce qui était plutôt pas mal et j'ai fait aucun chaulage par rapport à ça. Ensuite, on voit la matière organique. J'ai eu de la chance, comme je suis parti sur prairie, j'étais quand même assez riche. Donc avec un taux de matière organique de 3,8. Et on voit que je suis passé à 6,2 et à 7 dans la serre, ce qui est plutôt bien, hein, avec à peu près 1% de matière organique en plus par an, quoi. Après, ils ont aussi pu mesurer en fait la teneur en biomasse microbienne. Qu'on voit que par rapport à la prairie, on est vraiment au-dessus des seuils. On se dit que le sol est vraiment vivant. Enfin, on a la preuve, quoi. Ce qui est important, vu que les bactéries, en fait, c'est les ingénieurs chimiques un peu du sol. Donc, qui vont, avec les vers de terre, vont digérer les matières organiques de surface, progressivement le transformer en humus stable et en matière organique stable. Qui en fait vont être notre fertilité. Et cette fertilité, on peut en partie la mesurer avec la CEC, donc c'est la capacité d'échange cationique, c'est en fait la capacité à retenir les éléments chimiques. C'est la capacité en fait du sol à retenir les éléments, donc magnésium, sodium, potassium. Et on voit aussi qu'il y a une amélioration par rapport à la CEC, donc c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu avant. Maintenant, visuellement au champ, voilà à quoi ça ressemble. On est vraiment dans une situation où on densifie extrêmement les surfaces, on essaye de rentabiliser au maximum. Il n'y a pas un morceau de champ qui est à nu. Les associations dont je vous parlais, ça permet d'allier des cycles courts comme les radis par exemple et les carottes, ça marche très bien. Il y a d'autres associations qui ont un peu un rôle répulsif, carottes et poireaux, donc ça c'est assez connu. L'idée c'est vraiment de densifier et puis d'utiliser au maximum les fonctions naturelles à notre avantage. Ah oui, une autre fonction naturelle là, que j'ai pris en photo, c'est l'effet allélopathique de certains légumes comme les brassicacées. Donc ça paraît pas grand chose, mais là on voit dans la planche épinard qui est enherbée par rapport à celle du radis à la sortie de l'hiver. Donc dans quelques semaines, si ça se trouve, ça va être aussi enherbé. Mais en fait, ça vous fait gagner un petit temps précieux pour pailler ou pour enchaîner une culture. C'est à ce niveau sur petite surface, à mon avis, c'est à ce niveau de raffinement qu'il faut jouer. Du coup, ce qui est important aussi, je pense, sur petite surface, donc c'est les rotations de culture, c'est bien d'enchaîner en fait pour avoir une bonne gestion de l'enherbement. Par exemple, j'effectue une alternance de culture avec ou sans paillage, culture d'oignons ou d'ail ou de poireaux qui ont tendance à être enherbés. Donc l'année suivante, il y a des courges avec un gros paillage qui va calmer l'enherbement. Voilà, comme ça, j'essaie d'alterner des cultures avec et sans paillage d'une année à l'autre, ce qui permet comme on va le voir après, de ne pas avoir désherbé beaucoup. Non, le point d'interrogation qu'on ne voit pas, c'est est-ce que tout ce que je vous ai dit, si on arrive à une viabilité économique. Donc là, je vous présente les résultats économiques sur 3 ans. Donc en bleu, c'est la production. Sachant que elle est croissante, j'ai fait une installation progressive dans le sens où en 2019, j'ai cultivé un peu plus de surface qu'en 2018, et qu'en 2020, j'avais une serre en plus. Donc ça jouait. Après, il y a l'effet de la fertilité du sol, à mon avis, qui joue, et l'expérience aussi. Au niveau charge, on est à peu près constant, on est en rouge, quoi.
C'est avec une légère augmentation en 2020, donc c'est surtout les charges, c'est surtout les semences autour de 3 000 € et la MSA 2 500. Et après c'est du petit matériel ou tout ce qui est voile de forçage, tout ça. Ce qui fait un résultat en 2020 de 19 000 €. Et puis il y a en charge opérationnelle, ouais, ça fait 14 000 €, et puis il y a 5 500 € d'amortissement en fait. Donc en 2020, j'ai aussi commencé du coup l'achat-revente, et puis j'ai mis en place un petit marché à la ferme le vendredi soir. Donc il y a des avantages. Voilà, on a plus de diversité sur l'étal, et puis on a une souplesse dans la production, et puis ça prend pas beaucoup plus de temps, donc je trouve que c'est intéressant. Si on regarde voilà, les résultats, si on cumule avec la production, donc j'ai fait d'achat pour 15 000 € et puis une revente pour 21 000, donc on a un bénéfice de 5 600. Si on rajoute au résultat, on est à peu près à 25 000 € de résultats sur l'année 2020, donc on est plutôt content à ce stade-là. Par contre, il faut relativiser par rapport au temps de travail, qui est un peu le revers de la médaille. Donc on a 3800 heures dans cette année, dont moi j'ai fait 2400 heures. Donc ça fait quand même 46 heures en moyenne par semaine, avec des pointes à 50, 60, voire plus. Après, voilà, j'ai eu beaucoup. Donc en bleu, c'est mes heures de travail, en rouge, c'est les aides un peu extérieures, donc surtout les parents, et puis pas mal les stagiaires, en BPROA ou en Pôle emploi. Donc il faut reconnaître que voilà, sur petite surface, faut avoir ça en tête, c'est qu'il y a beaucoup d'aides extérieures, donc vraiment tout seul c'est compliqué. Si je m'amuse à faire un petit calcul à combien d'euros par heure on gagne, ça fait entre 6 et 10 € de l'heure, donc ça fait relativiser, hein. Donc en termes de répartition, je me suis amusé aussi à mesurer la répartition des heures. Donc sans surprise, c'est les récoltes et la commercialisation, et puis les semis qui prennent le plus de temps. Après, ce qui me paraît intéressant, c'est le paillage quand même. Donc vous voyez que par rapport au désherbage, 100 heures par an, c'est pas énorme. C'est en partie grâce au paillage et au bon planning de culture, comme je vais le montrer. Donc l'autre poste qui me paraît clé sur petite surface, c'est la planification. Parce que sur petite surface, en fait, ça représente quand même 110 heures, 140 heures, donc 2-3 semaines en hiver où voilà, on fait que ça. Donc ce qui est logique, parce que sur petite surface, en fait, c'est un Tetris, donc il faut vraiment enchaîner vite les cultures, et si vous n'êtes pas prêt, si vous devez encore réfléchir à ce qu'il faut faire pendant la saison, c'est totalement, c'est pas gérable, quoi. Je veux vraiment insister sur la planification, à mon avis, qui est un poste clé. C'est un gain de temps, et en plus vous êtes tranquille pendant la saison, vous n'avez pas à penser à plein de choses en même temps, vous avez déjà trop de choses à penser. Puis après, c'est logique aussi, question de matériel et fournitures, essayez de le faire en début de saison, et vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite. C'est du coup à quoi ça ressemble, ma planification. Donc j'ai à peu près un jardin, grosso modo, sans les associations, c'est une famille de légumes. Et du coup, par semaine, voilà, j'organise, et par planche, j'organise toutes les tâches sur un fichier Excel. Les espacements, s'il faut poser une bâche. C'est vraiment essayer d'anticiper au maximum. Là. Et puis après, semaine par semaine, c'est les semis. Donc je sais exactement, semaine 6, ça va arriver bientôt. Là, j'ai les premiers semis. Je sais exactement semaine par semaine ce qu'il faut que je fasse. J'espère que je vous ai montré que sur une petite surface, on peut s'en tirer économiquement. Après, ce qui me paraît important, c'est d'utiliser en fait les fonctions naturelles de son écosystème, à la fois dans le jardin, dans les différentes techniques qu'on utilise, et sur la ferme aussi. Donc c'est de s'ancrer dans son territoire et en fait faire comme la nature, rechercher toujours le moindre coût d'énergie et le moindre coût. Le temps, finalement, c'est le facteur limitant, donc il faut bien être conscient de ça. La planification et l'anticipation, ça va être la clé. Donc, cultiver le lien aussi, ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui, c'est de partager aussi nos expériences. Je pense que ça nous fait gagner du temps aussi, parce que finalement, un maraîcher, moi je vais avoir 30 saisons, et ouais, c'est pas beaucoup, donc il faut essayer d'optimiser. Pour le reste, on peut pas tout prévoir, mais j'aime bien la citation d'un ami.
un bon paysan est un bon gestionnaire des emmerdes. Et c'est vrai, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du métier. Après, ouais. Je remercie aussi tous les gens qui m'ont aidé là. Au niveau matière sèche, est-ce que tu as fait une mesure sur les 3 ans pour avoir un bon résultat? Les quantités d'amendements, tu veux dire? Ouais, j'ai une idée. Ouais, j'ai pas encore eu le temps de tout compiler, mais j'ai essayé d'estimer le broyat, j'ai les volumes, le compost, le nombre de bottes de paille. Ouais, ça je peux quantifier. Ouais, à peu près en ordre de grandeur, mais j'ai pas encore épluché toutes les données. Mais en broyat, par exemple, je crois que je suis à 40 mètres cubes, un truc comme ça. 10 bottes de paille ronde, 15 mètres cubes de compost, ouais, par an, quoi, sur un demi-hectare. Ouais. Et au niveau de la pente, en quoi est-ce que l'influence Bah, mes jambes, elles ont mal en fin de saison. Non, mais on sent, c'est un truc que j'ai sous-estimé, mais sur un terrain plat, ça change tout, quoi. Parce que les tas de compost, enfin, ils sont en haut, en fait. Enfin, c'est un camion, par exemple, qui peut pas rentrer dans le terrain, donc bon, ça va, c'est dans la brouette est pleine en descendant, mais ça fait quand même beaucoup d'allers-retours. Récolter les légumes, on s'en rend pas compte. C'est énorme le trajet, quoi. Et 10%, enfin, je le sens physiquement, hein. Et du coup, là, j'ai quand même acheté une brouette motorisée cette année pour m'aider justement à faire les manutentions. Physiquement, ça devenait dur, quoi. Il y a une usure que, quand on s'installe, on est tout feu, tout flamme. Et il y a une usure qu'on se rend pas compte, quoi. Donc il faut quand même être vigilant là-dessus. Et pareil sur le sol et la gestion de l'eau, la pente, Ça, c'est le seul avantage de la pente, par contre. C'est que j'ai une source qui est à 30 mètres au-dessus. J'ai 3 barres de pression. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de pompe, quoi. C'est tout par gravité. Comme dans tous les terrains, il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Faut faire avec. En dos, cette année, ça s'est bien passé. T'as eu assez avec la réserve d'eau? Ouais, j'ai dû rationner. J'ai une réserve de 10 mètres cubes dans une cuve enterrée. Mais facilement, j'ai en période de canicule, il y a 10 mètres cubes qui partent par jour, quoi. Et ça met à peu près une journée à se recharger. Donc c'est limite, quoi. Mais avec le paillage, ça, pour l'instant, ça va, quoi. Mais il faudrait pas que j'observe quand même que depuis 3 ans, le niveau de la source, à la même période, elle diminue, quoi. Donc c'est un peu inquiétant. Mais pour l'instant, ça va.